Hey, salut les amis, c'est Bob Zombie. Aujourd'hui je voulais vous proposer de faire une méga ouverture de booster Pokémon, mais ça me fait chier en vrai. Alors on va just se faire pouic avec du comics pas frais qui laisse un petit goût acide sur les lèvres. Aujourd'hui, on parle des aventures de Hulk et du 4e album d'Aredy de la collection Gamma intitulée Hulk aux chutes du Niagara, regroupant les épisodes 160 à 162 de Hulk, écrit en février les tympans et avril 1973. Un truc que j'ai trouvé à 2€, c'est-à-dire moins cher que la vie d'un homme en Chine. Et tout de suite, on remarquera qu'il manque Hulk dans un coin. T'as compris la blague? Non. C'est pas grave. Allez, on envoie le bousin. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, Abdel Ramsey. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Regardez-moi comment ces baltringues de chez Aredy en avaient rien à foutre de ce qu'ils publiaient. C'était la mode à l'époque. En couverture de l'album, ils utilisent l'épisode 159 où on voit Hulk aux prises avec l'Abomination, alors que cet épisode avait déjà été traité dans l'album précédent. Je vous rappelle que dans le susdit album précédent, Artima avait utilisé la couverture du Hulk 161, alors que justement c'est dans cet album qu'on en parle. Un tel jean-foutisme d'Aredy est limite insultant pour les lecteurs. Mais ça va, calme-toi. Désolé, j'ai le toucher un peu précieux aujourd'hui. On commence donc par la lecture de l'incroyable Hulk numéro 160 datant de février 1973, écrit par Steve Englehart et décidé par Amber Trimpe, assisté de Sal Patrani. Hulk veut se rendre au Niagara Falls pour retrouver Betty et empêcher son mariage, voire même gâcher sa lune de miel. Et au final, ça se termine avec une salade de doigts avec Tiger Shark. Ah! Il se cache dans une grotte derrière les cascades du Niagara Falls. Je sais pas ce qu'il fout là d'ailleurs. Parce que c'est un fils de pute et un trou du cul. Mais enfin, ça va pas. Tiger Shark était presque l'égal de Namor à l'époque dans les comics, et la poiscaille est un bon défi pour Hulk, surtout lorsque le champ de bataille est sous l'eau. C'est d'ailleurs dans cet épisode que le géant vert développe sa haine de l'eau. Au final, ce récit n'est qu'une nouvelle bataille aléatoire qui n'en reste pas moins amusante entre Hulk et le Tiger Shark. Il semblerait que ce soit la première fois que le dentelé des fonds marins se bat en dehors de la série des Namor. Bien sûr, Hulk lui botte le cul et l'histoire est sans surprise sur l'issue du combat. C'est juste un concentré de testostérone où les deux gros se vident la barque qu'ils ont pleine à rabord. Ah bah oui, le propos est simple, c'est pas du Simone Veil. Puis l'album poursuit avec un épisode intitulé Pour la vie d'un mutant, tiré de l'Incredible Hulk 161 de mars 1973, et dont justement la couverture aurait dû être celle de l'illustration de cet album. Il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, Steve Englehart utilise cet épisode de Hulk pour conclure l'histoire de sa série Beast, dit le fauve des X-Men annulé dans l'Amazing Adventure numéro 17 en mars 1973. L'histoire nous montre Hulk toujours au Canada à la recherche de Betty, pendant que Hank McCoy, dit le fauve, et Vera Cantor attendent de traverser la frontière, mais le poste de passage est fermé lorsque l'on apprend que Hulk est entré au Canada. Les auteurs maintiennent de façon absurde la mascarade selon laquelle Hank porte un masque en caoutchouc incroyablement réaliste et que Vera ne connaît pas son identité secrète. Bon, comme il ne risque pas de traverser la frontière à l'état d'humain, Hank décide d'utiliser The Beast pour le faire. Notons avec quelle aisance il assomme la blondasse vaginale d'une oppression du doigt sur la nuque. Une remarque à faire sur ce sujet? Non, je passe. Bref, il traverse à poil la frontière avec la nénette sur les épaules. Et hop, une fois le checkpoint franchi, il se rhabille comme si de rien n'était, après avoir pris congé de Mélanie Douté. La comparaison est vraiment étrange. J'aime bien parce que le mec se balade avec son short bleu déchiré qu'il a apporté avec lui au cas où, et il est capable de le remettre en quelques secondes pendant que Vera se réveille. Alors d'ailleurs, rappelons pourquoi Vera est avec le fauve dans cette histoire, c'est parce qu'elle l'a recruté, et elle utilise ses savoirs de scientifique pour mettre un terme à la menace du pouvoir de Mimic. Le gazier absorbe les pouvoirs des super-héros qui se trouvent autour de lui, et cela sur un large rayon qui d'ailleurs s'élargit de plus en plus dans cette histoire, un peu comme le pouvoir de Jean-Claude Brialy qui lui aussi aimait élargir le cercle de ses amis. Pour en revenir à Mimic, non seulement il absorbe les pouvoirs des mutants sur un rayon de plus en plus large, mais il draine également l'énergie vitale des gens ordinaires, ce qui n'est pas top, parce que du coup, il absorbe l'énergie nécessaire au fonctionnement des cœurs et des poumons des gens. Pour éviter de tuer d'autres personnes, il a déménagé dans une cabane isolée au Canada, chère à Lynn Renault. Référence de Boomer. On apprend que Mimic connaît l'identité secrète de Hank, mais il l'a cachée à Vera. Il veut juste que Hank et ses connaissances scientifiques l'aident à détruire son pouvoir. Et tu fais pas de blague sur Hank. Bah non. Alors bizarrement, les pouvoirs de Mimic n'affectent pas The Beast et Vera, ce qui est pratique d'un point de vue scénaristique, car, petit 1, cela révélerait l'identité secrète de McCoy à Vera, et petit 2, cela les tuerait. Alors d'après les nombreuses hypothèses émises par une source fiable venue de BFM TV, il est possible que la raison pour laquelle le tas de poils bleu et Vera ne soient pas affectés par le pouvoir de Mimic est que c'est grâce à Hulk qui est dans la région et qu'une source aussi puissante attire toute l'attention du pouvoir de Mimic. C'est un peu capillotracté, non? Non. Hulk d'ailleurs qui en se déplaçant vers Mimic devient plus faible. Au final cela se termine avec une baston velue avec le fauve. Tu veux du pain?
Mimic décide alors qu'il ne peut pas prendre de risque de savoir si le remède du mec fourré fonctionnera ou non, et il décide, dans un élan cliniquement con, de se suicider en absorbant tous les rayonnements gamma de Hulk. On pourrait penser que l'absorption des radiations de Hulk aurait pu servir de remède... ouais, d'accord. De remède temporaire pour Hulk, ou du moins de changement encore plus temporaire en Banner, mais il n'y aura aucun effet sur Hulk, comprenne qui pourra. Merci de votre compréhension. C'est vrai que d'un point de vue scénaristique... C'est de la merde. Alors pendant que le drame se joue, Vera est communément inconsciente, une fois de plus. Et l'histoire est donc assez conne, surtout dans son dénouement, mais l'art de Trimpy a son attrait avec le style de Kirby, qui utilise dans les détails de l'équipement trop sophistiqué de Mimic, et ses combats sont généralement très amusants, surtout quand c'est entre deux gars vraiment volumineux comme le Fauve et Hulk, qui au fil des pages se mettent les amygdales en place à grands coups de baigne viril. Enfin, l'album Ultimate se termine avec l'Incredible Hulk 162 d'avril 1973. Hulk est toujours au Canada, tabernacle, et le gouvernement canadien et le général Ross parviennent à un accord permettant à son unité Hulkbuster d'opérer dans leur espace aérien. Ice cream de tous les dieux. Il serait amusant de penser que c'est le point de déclenchement où le Canada décide de se lancer dans son propre programme de super-héros avec l'arme X, afin de ne plus avoir à compter sur les Américains pour obtenir de l'aide, mais avec les révisions sans fin des auteurs de chez Marvel, on se doute bien que ça sera jamais le cas. Ce numéro est intéressant car c'est la première apparition du Wendigo. Dans ce récit, Hulk est attaqué par un groupe d'habitants qui pensent qu'il est le Wendigo. Et lorsque cette confusion est résolue, Hulk, ému par une blondasse clitoridienne en pleurs, décide de retrouver Paul, un mec enlevé par le Wendigo. Bon, on notera tout de suite la pudeur de Marvel qui place des ombres stratégiques autour de la zone de l'entrejambe du Wendigo. Au final, on aura par la suite une tache blanche de fourrure à cet endroit, mais dans les premières apparitions, les auteurs se contentent de mettre de l'ombre et de vous laisser imaginer qu'il se balade le lombric et les prunes à l'air. Je trouve que les dessins font vieillot dans leur style, genre tu vois aussi frais que des vieux qui se baladent dans l'allée d'un parc, nonobstant on a le droit à un fantastique combat, et il faut bien admettre que s'il ne se fait pas démonter la cuve à jus, Hulk ne gagne pas le combat au final. Wendigo. Est une créature mythique pour moi, car il me rappelle les épisodes fantastiques des X-Men où Serval et la division Alpha affrontent la bestiole fourrée sous les traits incroyables de John Byrne. John! L'un de mes meilleurs souvenirs de lecteur débutant à une époque où j'étais encore bien dans ma life. L'album est sympa à lire, sans plus, mais il fait le café et il vaut mieux avoir à lire ce bouquin que d'avoir la chaude pisse. Et je vois pas le rapport. Alors, est-ce que pour autant, je vous le recommande? Non. Voilà, cette émission est maintenant terminée, n'achetez pas chinois, on se retrouve tout bientôt. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, Abdel Razak. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Je voudrais pas paraître grossier, Robert, mais pourquoi on fait une halte chez toi plutôt que d'aller sauver nos amis? Étape obligatoire, gros. Je te rappelle que le Dark Zombie détient en otage GG et la Pichoun, et que si on se pointe pas devant lui dans quelques minutes, il va leur péter le stick. Je ne te laisserai pas te pointer devant le Dark Zombie. En tout cas, tant que tu as le pouvoir du prisme en toi, on va le transférer dans un défractulateur que j'ai créé. Mais attends, avec le pouvoir de destruction qui est en moi, je peux vaincre le Dark Zombie. Alors là, je parierai pas dessus. Hein. Et pourquoi ça? Parce que t'es nul, et que tu vas trouver le moyen de te faire déposséder de ton pouvoir par le Dark Zombie. Ah bah alors là, Robert, tu m'as convaincu. Écoute, gros, je peux pas prendre le risque de te faire choper le pouvoir du prisme par le Dark Zombie. Déjà qu'il a le pouvoir de l'œuf avec lui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bob, j'ai vu le début de la saga, et dans l'épisode 8, on apprend qu'il a piqué le pouvoir de l'œuf au père fourreur. Ah ouais, ton explication se tient. Alors on va vite transférer ton pouvoir dans le nouveau défractulateur, et une fois que tu en seras débarrassé, on ira délivrer les copains. Ok, et on commence quand? On va aller dans mon garage. C'est là-bas que se trouve la machine à transférer le pouvoir dans le défractulateur. Ah bah l'explication est claire pour les spectateurs qui regardent cette saga. Et ils sont peu nombreux, on les embrasse. J'arrive pas à croire que t'aies réussi à faire un autre défraculateur. Vas-y, écrase-toi l'arrêt sur la chaise. Je finis les derniers réglages là, et puis on va pouvoir y aller, hein. Regarde sur la table à côté de toi. Il y a un masque. Vas-y, prends-le. C'est le masque de transfert. Et vas-y, colle-le toi sur la tronche. Ah, puis commence pas à me casser les couilles là, je sais ce que je fais, merde. Non mais enlève d'abord ton masque avant de mettre le masque de transfert. T'es con ou quoi? T'es sûr de savoir ce que tu fais? Mais bien sûr, y a pas de danger.
Alors pourquoi t'es pas dans la même pièce que moi? Parce que je pouvais pas transporter mon ordinateur dans cette salle, c'est tout, oh là là. Tu poses trop de questions, mec. Bah excuse-moi, c'est ma santé qui est en jeu quand même. Bon, tu mets ce putain de masque de transfert? Je voudrais pas paraître insistant, mais tu sais ce que tu fais au moins. Mais oui, je te dis. Pourquoi je suis pas convaincu? Ça va bien se passer, gros. Détends-toi les sphincters. Sérieux? Non, c'était une blague. T'es pas obligé. Bon, allez, j'envoie la sauce. C'est parti. Et voilà, c'est fait. Le transfert est réussi. Le pouvoir n'est plus en toi. Je te l'ai fait ressortir. Y a pas que ça qui est ressorti. C'est-à-dire... Je crois que je me suis fait dessus.